la perle de Steinbeck. Et c'est vraiment là très haletant. Kino et sa femme doivent partir. Là, ils se reposent un petit peu et ils ont décidé de partir parce que Kino vient de se faire attaquer dans la nuit. Et donc, ils vont prendre la pirogue et puis ils veulent partir à la capitale. Donc voilà, chapitre 8. Donc, une lune tardive se leva juste avant le premier chant du coq. Kino ouvrit les yeux mais ne fit pas un geste. Quelque chose bougeait à côté de lui. Ses yeux fouillèrent la nuit, et à la pâle lueur de la lune qui se faufilait par les fentes de la hutte, il vit Juana se lever silencieusement. Il la vit se diriger vers l'âtre. Ses gestes étaient si précautionneux qu'il entendit à peine le bruit de la pierre qu'elle déplaça. Et alors, comme une ombre, elle se coula vers l'extérieur. Elle fit une courte pause devant la caisse suspendue de Coyotito, puis, une seconde, sa noire silhouette se découpa dans la porte et elle disparut. La colère empoigna Kino. Il bondit sur ses pieds et aussi silencieux qu'elle, il la suivit. Dans la nuit, il entendait ses pas rapides descendre vers la grève. Il la suivait à pas de loup, le cerveau ivre de rage. Elle apparut de l'autre côté des taillis, trébucha sur les petits rochers de la grève et soudain, elle l'entendit et se mit à courir. Elle avait le bras levé et prêt à lancer lorsqu'il bondit sur elle. Il saisit son poignet et lui arracha la perle. De son poing fermé, il la frappa au visage. Elle tomba parmi les rocailles et lui lança un coup de pied dans les côtes. À la lumière blême de la lune, il vit les vaguelettes se briser sur elle, sa jupe gonflée flotter puis s'affaisser et coller à ses cuisses, lorsque la vague se retira. Les dents serrées, les lèvres retroussées, Kino la regarda, en sifflant comme un serpent. Et Juana, les yeux élargis mais non effrayés, le regarda aussi, bien en face, comme un agneau devant le boucher. Elle savait que le meurtre était en lui, et cela était bien ainsi. Elle en avait accepté l'idée et ne protesterait, ni ne résisterait. Mais soudain sa fureur l'abandonna et le dégoût l'envahit comme une nausée. Il fit demi-tour, remonta la grève et traversa les taillis, abruti par sa propre émotion. Il entendit un mouvement rapide, saisit son coutelas, plongea vers une noire silhouette, sentit son poignard s'enfoncer et fut soudain projeté à genoux, puis jeté sur le sol. Des doigts avides fouillèrent ses habits, des mains véloces le tâtèrent de toutes parts, et la perle sautant de ses doigts vint tomber scintillante derrière une petite pierre du chemin, où la douce lumière de la lune la fit miroiter. Juana se traîna sur les rochers du rivage. Son visage n'était qu'une douleur sourde et son flanc la brûlait. Elle se maintint à genoux pendant un moment, sa jupe trempée collant à ses jambes. Elle n'éprouvait aucune colère contre Kino. Il avait dit « Je suis un homme », et cela signifiait beaucoup de choses pour Juana. Cela signifiait qu'il était à moitié fou et à moitié Dieu. Cela signifiait que Kino se lancerait de toute sa force contre une montagne, précipiterait toute sa force contre la mer. Dans son âme de femme, Juana savait que la montagne resterait immuable, tandis que l'homme se briserait, que les marées se poursuivraient, tandis que l'homme se noierait. Et cependant, c'est tout cela qui faisait de lui un homme, demi-fou, demi-dieu, et Juana avait besoin d'un homme. Elle ne pourrait pas vivre sans un homme. Bien qu'elle ne comprît pas toujours ces différences entre un homme et une femme, elle les connaissait, les acceptait. Il les lui fallait. Évidemment, elle le suivrait. Cela n'entrait même pas en question. Sa qualité de femme, la raison, la prudence, l'instinct de conservation pourraient parfois même contrebalancer la violente virilité de Kino et les sauvegarder tous. Elle se remit péniblement sur ses pieds et plongeant ses paumes unies dans les petites vagues, lava son visage meurtri avec la mordante eau salée, puis elle se traîna sur la grève à la suite de Kino. De longs nuages en écharpe, venus du sud, avaient envahi le ciel. La lune pâle y plongeait, puis en émergeait l'instant d'après, de sorte que Juana marchait tantôt dans l'ombre, tantôt dans la lumière. Son dos se courbait de douleur et elle avançait tête basse. La lune était couverte quand elle traversa les taillis et lorsqu'elle perça à travers les nuages, Juana vit, derrière un caillou du chemin, luire la grosse perle. Elle tomba à genoux pour la ramasser et la lune plongea de nouveau sous un nuage sombre. Toujours agenouillée, Juana réfléchit, se demandant si elle retournerait à la mer et achèverait ce qu'elle avait entrepris. Mais pendant qu'elle hésitait, la lumière revint et elle aperçut 2 silhouettes noires gisant le long du chemin. Elle se précipita
et vit que l'une d'elles était Kino et que l'autre, un inconnu, portait une énorme plaie béante et saignante à la gorge. Kino bougea vaguement, émit quelques sons confus et ses bras et ses jambes s'agitèrent comme ceux d'un insecte aplati. Et soudain, l'espace d'un éclair, Juana comprit que l'ancienne vie était finie à jamais. Un homme mort sur le chemin et le poignard de Kino, rougi de sang gisant à son côté, l'en convainquirent sur le champ. Tout au long, Juana avait essayé de sauver une parcelle au moins de la vie paisible, une parcelle de cette vie d'avant la perle. Maintenant c'était fini, et on ne pouvait plus revenir en arrière. Et dès qu'elle en eut conscience, elle raya totalement le passé. Elle n'avait plus qu'une chose à faire, se sauver eux-mêmes. Elle n'éprouvait plus aucune douleur. Elle avait retrouvé son agilité. Vivement, elle traîna le corps de l'homme mort à l'abri des buissons, puis elle revint à Kino et humecta son visage avec sa jupe mouillée. Il commença à revenir à lui et gémit. « Ils ont pris la perle, je l'ai perdue. Maintenant tout est fini, s'exclama-t-il. J'ai perdu la perle. » Juana le calma, comme elle l'aurait fait pour un enfant malade. « Chut, dit-elle, voilà ta perle, je l'ai trouvée sur le chemin. Est-ce que tu m'entends à présent? Voilà ta perle, tu me comprends? Tu as tué un homme, nous devons fuir. Ils vont venir nous chercher, comprends-tu? Nous devons partir avant le jour. »« J'ai été attaqué, répondit Kino, troublé. J'ai frappé pour défendre ma vie. »« Te rappelles-tu hier demanda Juana. Crois-tu que cela comptera? Rappelle-toi les hommes de la ville. Crois-tu que ton explication suffira? Kino prit une longue inspiration, lutta contre sa faiblesse. Non, dit-il, tu as raison. Et raidissant sa volonté, il fut de nouveau un homme. Va à la maison chercher Coyotito, commanda-t-il. Et prends tout le maïs que nous avons. Je vais mettre la pirogue à l'eau et nous allons partir. Il ramassa son couteau et la quitta. Trébuchant sur la grève, il descendit jusqu'à son bateau. Et quand la lune réapparut entre deux nuages, il vit qu'un gros trou en défonçait le fond. Alors la rage le dévora et lui rendit toutes ses forces. À présent, les ténèbres se resserraient sur la famille. À présent, la musique maudite remplissait la nuit, s'accrochait au palétuvier, déferlait avec les vagues. La pirogue de son grand-père, entretenue et calfatée avec tant de soin, et maintenant avec un grand trou dedans, c'était là un acte inconcevable. Le meurtre d'un homme n'était pas démoniaque comme le meurtre d'un bateau. Car un bateau n'a pas de fils, un bateau n'est pas capable de se défendre, et un bateau blessé ne se cicatrise pas. Le chagrin se mêla à la colère de Kino, mais ce dernier coup l'avait durci au-delà de toute fêlure. Il était devenu une bête maintenant, et la bête se tapit, attaque, et ne vit que pour se défendre et défendre les siens. Il n'avait plus conscience de sa blessure à la tête. À travers la grève, à travers le taillis, il bondit vers sa maison, sans même penser qu'il pourrait prendre la pirogue d'un voisin. L'idée ne lui vint même pas à l'esprit, pas plus qu'il n'eût jamais songé à briser un bateau. Les coqs commencèrent à chanter, l'aube approchait, la fumée des premiers feux filtra à travers les murs des cabanes, et les premiers arômes des galettes de maïs flottèrent dans l'air. Les oiseaux matineux s'agitaient déjà dans les taillis. La lune chlorotique pâlit encore, et les nuages venant du sud s'épaissirent et s'accumulèrent au ciel. Un vent plus frais se leva sur l'estuaire, un vent fiévreux, impulsif, portant l'odeur de la tempête. Un changement, un malaise se répandirent dans l'air. En se précipitant vers sa maison, Kino ressentit une bouffée de joie. Il n'était plus troublé à présent, car il ne lui restait plus qu'une chose à faire, et sa main se porta d'abord à la grosse perle dans sa chemise, puis à son coutelas, suspendu contre sa peau. Devant lui, il aperçut une petite lueur, puis instantanément une haute flamme jaillit dans la nuit. Avec un grondement pétillant, une grande colonne de feu illumina le chemin. Kino se mit à courir comme un fou. C'était sa hutte, il le savait, et il savait que ses maisons brûlaient en quelques instants. Et tandis qu'il courait, une silhouette éperdue se précipita vers lui. Juana portant Coyotito dans les bras, la couverture de Kino à la main. Le bébé gémissait d'effroi, et les yeux de Juana étaient dilatés de peur. Kino vit que sa maison était détruite et ne questionna pas sa femme. Et bien qu'il le sût, elle voulut expliquer. Tout était saccagé, le sol défoncé, même la caisse du bébé était retournée. Et quand je suis arrivée, ils ont mis le feu dehors. La lumière aveuglante de la maison en flammes illuminait le visage de Kino. « Qui » demanda-t-il. « Je ne sais pas, répondit-elle. « Les méchants. » Les voisins s'étaient rués hors de leur hutte, surveillaient les étincelles, les tisons fumants et les piétinaient pour préserver leur propre demeure. Et tout à coup, Kino eut peur. La lumière l'effraya, et se rappela l'homme mort, caché dans les buissons à côté du chemin, et prenant Juana par le bras,
il l'attira dans l'ombre d'une maison, loin de la lumière, car la lumière était pour lui danger. Il réfléchit un moment, puis se faufila parmi les ombres jusqu'à la cabane de Juan Thomas, son frère, et se glissa à l'intérieur, entraînant Juana après lui. Il entendait au dehors les cris aigus des enfants, les appels des voisins, car ses amis croyaient qu'il devait être prisonnier de l'incendie. La maison de Juan Thomas était à peu près identique à celle de Quino. Presque toutes les huttes se ressemblaient. Leurs murs laissaient passer l'air et la lumière. Aussi Juana et Quino, tapis dans un coin, voyaient-ils les flammes danser à travers les branchages. Ils virent les hautes flammes furieuses. Ils virent le tout s'écrouler et le feu s'éteindre comme meurt un feu de broussailles. Ils entendirent les cris d'alarme de leurs amis et le hurlement perçant, poignant d'Apollonia, la femme de Juan Thomas. Et étant la plus proche parente, elle entama ses lamentations d'usage pour les morts de la famille. Se rendant compte qu'elle portait son châle de tous les jours, Apollonia revint en courant chez elle pour revêtir celui des grands jours. Alors, pendant qu'elle fouillait dans le coffre adossé au mur, Quino dit doucement « Apollonia, ne pleure pas. Nous n'avons pas de mal. » « Comment se fait-il que vous soyez là » interrogea-t-elle. « Ne demande rien » répliqua Quino. « Retourne vers Juan Thomas et ramène-le ici sans le dire à personne. »« C'est très important pour nous, Apollonia. » Elle écoutait, immobile, les mains ballantes devant elle, puis elle répondit « Bien, beau-frère. » Quelques instants après, Juan Thomas revint avec elle. Il alluma une bougie et s'approcha d'eux, dans le coin de la cabane où il s'était réfugié. « Apollonia, dit-il, surveille la porte et ne laisse entrer personne, car Juan Thomas était l'aîné et c'était lui qui commandait. » « Et alors, frère, fit-il, j'ai été attaqué dans le noir, expliqua Quino, et en me défendant, j'ai tué un homme. »« Qui » demanda vivement Juan Thomas. « Je ne sais pas, tout est noir. Partout le noir et les ombres. »« C'est la perle, déclara Thomas. Le démon est dans cette perle. Tu aurais dû la vendre pour te débarrasser du diable. Peut-être peux-tu encore la vendre et acheter ta paix. » Mais Quino répondit « Ah, frère, une insulte m'a été infligée, plus profonde que ma vie. Car sur la grève, j'ai trouvé mon bateau brisé, ma maison a été incendiée et un homme mort est couché dans les buissons. Toutes les issues sont bloquées, frère. Il faut que tu nous caches. » Et Quino, qui l'observait de près, vit l'inquiétude envahir le visage de son frère et pressentant un refus. « Pas pour longtemps, se hâta-t-il d'ajouter. « Seulement jusqu'à la tombée de la nuit. À ce moment-là, nous partirons. »« Je vous cacherai, répondit Juan Thomas. Je ne veux pas attirer le danger sur toi, reprit Quino. Je sais que je suis comme une lèpre. Je partirai ce soir, et alors tu seras en sûreté. »« Je te protégerai, affirma Juan Thomas. Puis il appela sa femme. « Apollonia, ferme la porte, et ne laisse entrer à personne que Quino est ici. Et ne laisse entendre à personne que Quino est ici. » Tout le jour, ils restèrent silencieusement assis dans la pénombre de la hutte et écoutèrent les voisins parler d'eux. À travers les interstices, ils les regardèrent chercher leurs os dans les cendres de la maison. Tapis dans la cabane de Juan Thomas, ils assistèrent à l'émoi de leurs amis lorsqu'ils apprirent le massacre du bateau. Juan Thomas se mêla aux voisins pour détourner leurs soupçons et leur exposa ses théories et ses idées sur ce qui avait pu arriver à Quino. À l'un, il dit « Je crois qu'ils ont pris au sud, le long de la côte, pour fuir le mauvais sort. » Et à un autre, Quino n'aurait pas abandonné la mer. Peut-être a-t-il trouvé un autre bateau. Et il ajouta « Apollonia est malade de chagrin. » Dans la journée, le vent se leva et souffla sur le golfe, dispersant les lichens et les goémons qui bordent le rivage. Hurlant à travers les cloisons des branchages des maisons, et sur la mer, aucun bateau ne fut plus en sûreté. Alors Juan Thomas annonça aux voisins « Quino est parti. S'il a pris la mer, il doit être noyé à l'heure qu'il est. » Et de chacune de ses visites, il rapportait des objets et des provisions empruntées. Il ramena un petit sac de paille tressé, plein de haricots rouges, une gourde remplie de riz. Il emprunta des piments secs et un bloc de sel, un grand couteau, long de 18 pouces et pesant comme une hachette. Un outil et une arme tout à la fois. Et lorsque Quino vit le couteau, son regard s'alluma. Il caressa la lame et du pouce en éprouva le fil. Sur le golfe, le vent hurleur blanchissait la mer. Les palétuviers ployaient et se courbaient comme un troupeau effrayé, et une fine poussière s'éleva du sol et se répandit au-dessus des eaux en un nuage pesant. Puis, le vent chassa les nuées, balaya le ciel et éparpilla le sable de la campagne comme une neige. Alors, comme le soir approchait, Juan Thomas eut une longue conversation avec son frère. « Où vas-tu aller » demanda-t-il. « Vers le nord » répondit Quino. « J'ai entendu dire
qu'il y a des villes dans le nord. Évite la côte, conseilla Juan Thomas. Ils organisent une battue le long du rivage. Les hommes de la ville te cherchent. As-tu toujours ta perle? Je l'ai, répondit Kino, et je la garderai. Peut-être l'aurais-je offerte en cadeau, mais maintenant elle est devenue mon infortune et ma vie. Je la garderai. Ses yeux étaient durs, cruels et amers. Coyotito gémit et Juana chuchota des petites incantations magiques pour le rendre silencieux. Le vent est bon, fit Juan Thomas. Il ne restera pas de traces. Ils partirent silencieusement dans le noir avant le lever de lune. La famille entière se tint cérémonieusement debout et immobile dans la maison de Juan Thomas. Juana portait sur son dos Coyotito enveloppé et attaché dans le châle de sa mère. Et le bébé dormait, la joue appuyée contre son épaule. Le châle recouvrait la tête de l'enfant et Juana en ramenait un pan pour protéger ses narines de l'air meurtrier de la nuit. Juan Thomas étreignit 2 fois son frère, à plein bras, et l'embrassa sur les 2 joues. « Que Dieu soit avec toi, dit-il, et les mots sonnèrent comme la mort. « Tu ne veux pas abandonner la perle ?»« Cette perle est devenue mon âme à présent, répondit Kino. Si je l'abandonne, je perds mon âme. Que Dieu soit avec toi aussi. » Alors là, il restera vraiment... il restera combien de chapitres? 2, 3 2 chapitres. Donc ce sera la prochaine fois. Bonne journée.